J'ai pris le téléphone et donc l'eau coulait. Et, et là, j'ai entendu et ça hurlait dans le téléphone et je ne comprenais rien, mais j'entendais bien quelque chose comme concours des lycéens. Donc j'étais saisie. C'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire. Je crois que j'ai un peu pleuré. Alors. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir un prix de lecteur? C'est pas votre premier prix de lecteur. Et souvent, les écrivains sont très contents parce que ça touche autre chose qu'un prix professionnel, je dirais. Oui, c'est vrai que c'est vraiment émouvant d'avoir un prix de lecteur. C'est vraiment émouvant d'avoir un prix de lecteurs de leur âge, donc de lecteurs enthousiastes, dynamiques, purs, de lecteurs, comme on s'imagine, on peut se souvenir qu'on était en seconde ou en première. C'est merveilleux. Moi, j'ai souvenir de tellement beaux plaisirs de lecture à ce moment-là que je suis vraiment contente d'avoir été un plaisir de lecture pour eux. C'est extrêmement émouvant ce prix parce que c'est vrai que c'est pas un prix de professionnel et c'est beau. On a rencontré, nous les auteurs, on a rencontré un nombre d'élèves absolument incroyable puisqu'il y a 8 rencontres qui sont prévues à travers la France et un grand nombre de classes vient comme ça poser des questions aux différents auteurs. On était 15, mais tous les auteurs ne se déplaçaient pas à chaque fois. Donc c'était toujours des questions surprenantes, des questions osées parfois, des questions intelligentes, des questions. Enfin, on voyait vraiment qu'un grand nombre d'élèves avaient fouillé leur histoire, quoi. Et alors, c'est ça ce qui leur a plu aussi. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui s'occupent du concours des lycéens et qui me disaient que souvent, les livres qui parlaient d'histoire, ça plaisait justement. Alors, on va revenir un tout petit peu à votre livre pour les rares personnes qui ne l'auraient pas encore lu et que j'invite vraiment très vivement à le faire, à lire votre livre. C'est donc l'histoire d'une jeune fille, Esclarmonde, qui, en 1187, ne veut pas se marier à un homme qu'elle n'aime pas. Et donc, elle demande à son père, elle contraint son père même à lui construire une chapelle dans laquelle eh bien, elle va être emmurée dans une toute petite cellule. Et à partir de là, eh bien, justement, au lieu d'être enfermée, elle découvre un peu le monde. Est-ce que on voit que ce livre, il est quand même très historique. Vous avez beaucoup étudié, vous êtes allé aussi vous enfermer dans une bibliothèque pour au départ essayer de nourrir ce livre qui est très riche parce qu'il s'inspire aussi d'une vraie réalité historique. Alors j'ai fait énormément de recherches, je dois le dire, mais c'est ma façon de travailler. Je fais énormément de recherches d'une façon générale. Pour le cœur cousu, j'ai fait beaucoup de recherches sur la couture, beaucoup de recherches sur les poulaillers, beaucoup de recherches. Bon, dès que j'aborde un thème, je me documente. Le cœur cousu, qui était votre premier livre, qui a déjà été primé aussi. Qui avait eu, oui, le Renaudot des lycéens. Et là, j'ai fait énormément de recherches historiques, mais ce qui est drôle, c'est que je suis très oublieuse. Donc je note, j'annote tous mes bouquins, j'essaye de retenir et finalement je suis obligée de relire, de re-relire et à force il y a une sorte d'imprégnation qui se fait. Donc je crois que quand on écrit un roman, c'est pas comme quand on fait un exposé, il faut vraiment s'imprégner d'une époque. Donc là je me suis imprégnée de l'époque médiévale, mais c'est un peu fou parce que je m'imprègne d'une époque et j'essaye d'être réaliste pour finalement sombrer dans le conte. Donc l'époque médiévale est intéressante aussi pour ça, le XIIe siècle en particulier, parce que c'est le moment où Marie de France écrit ses laits
Et elle en parle, elle dit que on entre dans un autre monde sans même s'en apercevoir. Et cet autre monde, c'est le monde des contes, c'est le monde des fées. Et il est très, très, très vrai, très réel, très, très matériel, très palpable finalement à ce moment-là, ce monde-là. Et donc j'ai beaucoup cherché, j'ai fait beaucoup de recherches historiques, mais je ne suis pas certaine non plus d'avoir écrit un roman historique, puisqu'au bout du compte, c'est un conte. Tout à fait, donc justement. On glisse, au fil du livre, on glisse du roman historique au conte, vers le conte. J'allais décrire votre livre comme un conte-roman. Est-ce que dès le début, vous aviez cette envie déjà dans votre premier livre, on sentait la conteuse, mais est-ce que vous vouliez vraiment, dans ce livre aussi, être à mi-chemin entre les deux et nous emmener justement dans cette fable? Je vais lire juste un extrait, page 184, où vous parlez justement du merveilleux. Le monde en mon temps, c'est donc la jeune femme qui parle, qui est enfermée dans sa cellule et qui parle au lecteur. Le monde en mon temps était pour eux pénétrable au merveilleux. Vous avez coupé les voix, réduit les fables à rien, niant ce qui vous échappait, oubliant la force des vieux récits. Vous avez étouffé la magie, le spirituel et la contemplation dans le vacarme de vos villes, et rares sont ceux qui, prenant le temps de tendre l'oreille, peuvent encore entendre le murmure des temps anciens ou le bruit du vent dans les branches. Est-ce que c'était ça aussi votre but, justement, de faire rêver les gens à travers le conte, à travers la fable? Oui, je pense que j'ai donc enfermé ce personnage, Esclarmonde, dans 4 mètres carrés. Et il se trouve que dans ces 4 mètres carrés, elle trouve quand même le moyen de s'émerveiller. Et je pense que ce que j'ai voulu travailler, c'est la faculté d'émerveillement de l'être humain. Et c'est cette faculté qu'il a d'imaginer. Pour moi, c'est quelque chose de proprement humain, d'imaginer. Et ça permet toutes les évasions. Et j'ai voulu travailler ça. Alors, à travers le conte, parce que je suis issue je suis issue de l'oralité. C'est-à-dire que chez moi, on se racontait des histoires. Ma grand-mère, il y a une véritable tradition orale chez moi. Et ma grand-mère me racontait énormément d'histoires. Elle vivait dans une pièce unique. C'était le salon, la salle à manger, la cuisine et la chambre à coucher. C'était la seule pièce chez elle. Et c'est une toute petite bonne femme. Et elle dépliait des histoires absolument extraordinaires. Elle dépliait le désert là-dedans. Elle me racontait des histoires et elle inventait des personnages gigantesques dans cette toute petite pièce. Donc moi, j'ai été bercée par ces contes. Et c'est vrai que moi, j'ai pu passer à l'écrit. Je peux être celle qui écrit. Et donc, je veux une relation et j'espère garder cette relation entre ce qui est dit, murmuré depuis des siècles, de bouche à oreille, entre cette rumeur-là des femmes. En général, c'était les femmes qui se racontaient des choses comme ça. Et puis moi, aujourd'hui, qui écris, qui essaye de les fixer. Alors, et qui essaye d'avoir une voix dans l'écriture. Parce que là, c'est Esclarmonde qui parle, c'est une première personne, elle parle au passé composé. Moi, je sais que ça, c'est un truc, mon éditeur m'avait juste dit ah non, mais pourquoi le passé composé, les croisades au passé composé, c'est étrange. Mais sans le passé composé, il n'y a plus cette voix, il n'y a plus cette présence. Et je tenais absolument, justement, c'est ce qui peut-être fait la différence entre ce roman et un roman historique, justement, c'est qu'il y a le conte et qu'il y a la voix qui accompagne le conte. Et cette présence-là, ce travail du murmure. Pour parler directement au lecteur? Oui, pour que la conteuse soit là, parce pour ne jamais la perdre. Directement, hein. Elle s'adresse à lui directement. Toi qui écoutes, elle apostrophe le lecteur comme ça. Est-ce que c'était votre envie d'emmener le lecteur dans vos secrets, dans cette petite pièce? Oui, j'avais envie de l'emmener avec moi dans cette petite pièce et j'avais très peur de ne pas y arriver d'ailleurs parce que je l'emmène dans le noir, dans quelque chose c'est compliqué. Il y a des lecteurs qui m'ont demandé mais on n'est pas claustrophobe dans votre roman ou on n'est pas...
je sais pas, il faudra demander aux lycéens s'ils ont eu une sensation de claustrophobie ou d'enfermement dans la cellule d'Esclarmonde. Moi, je crois pas. Je crois que justement, il y a une autre forme d'évasion. Et je pense aussi que, vous en parliez tout à l'heure, je pense que c'est une figure de l'écrivain, Esclarmonde. C'est une figure de l'écrivain qui, dans sa petite pièce, dans son bureau, face à sa feuille ou à son écran, va réussir à s'évader entre quatre murs. Au monde, c'est ce que vous écrivez, et à travers les personnages qui lui parlent, puisqu'elle dit elle-même qu'elle n'avait jamais reçu autant de personnes, jamais parlé à autant de gens, puisqu'ils viennent tous lui demander conseil, ils la prennent pour une véritable prêtresse. À travers ces gens, elle réussit justement à découvrir plein d'autres choses qu'elle n'aurait jamais découvert en fait. Oui, parce qu'elle était très bien gardée par son père, Esclarmonde. Et à 15 ans, quand elle décide de ne pas se marier et d'être emmurée, elle décide aussi d'avoir une fenestrelle, donc une fenêtre à hauteur de visage. Et donc les pèlerins qui passent par là font très vite un crochet par Sainte-Agnès pour venir la voir, discuter avec elle et se confier. Et donc elle a accès aux autres et elle les découvre. Et croyant finalement être enterrée, croyant être morte au monde, c'est pas du tout ce qui se passe. Le monde vient à elle. Le monde vient à elle et elle devient même le témoin de son siècle. Ce qui est complètement fou parce que normalement, elle ne bouge pas, elle ne devrait rien voir et elle devrait être morte. C'est son tombeau. Et voilà, comme quoi... Est-ce que vous vous êtes inspiré de certaines saintes, de Bernadette Soubirous, de femmes, de Jeanne d'Arc même, parce qu'il y a une sorte d'élément comme ça où on a l'impression qu'elle a choisi son destin et qu'elle a une force. Les gens pensent qu'elle a une force surnaturelle. Elle s'étonne même de la capacité des gens à être crédules. Elle pourtant si naïve quand elle est rentrée au départ dans cette cellule et qu'elle a grandi au fur et à mesure des années. Est-ce que vous êtes inspirée de quelqu'un? Non, je ne me suis pas inspirée de sainte pour la bonne raison qu'elle n'est pas sainte. Et elle le dit. Elle n'est pas sainte. Elle est à peine... Finalement, c'est même pas une vraie mystique. C'est même pas une vraie mystique, c'est surtout une rebelle. Et petit à petit, elle s'éloigne totalement de ce qu'elle imaginait qu'elle pourrait être. Et elle s'éloigne de la sainteté. Elle découvre autre chose. Elle découvre autre chose. Mais elle est absolument, même si ça paraît anachronique de le dire, humaniste. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui trouve toute la beauté, qui découvre à quel point l'être humain est beau, à quel point la chair est belle, à quel point on peut aimer. Et je pense que voilà, c'est cette découverte-là de l'amour, et c'est pas du tout l'amour qu'elle imaginait, pas du tout. Alors, je ne vais pas déflorer l'histoire en racontant que... Mais non, on ne peut pas tout raconter, c'est bête. Mais il faut quand même dire que c'est un livre aussi sur les femmes. Et vous leur donnez quand même un grand pouvoir à ces femmes vis-à-vis de la violence des hommes qui partent en guerre, qui partent pour les croisades, ces hommes brutaux. On voit que les femmes arrivent à acquérir un certain pouvoir. Elle, mais aussi un autre personnage douce qui est sa belle-mère. En fait, petit à petit, le domaine des Murmures, donc ce château, va tomber entre les mains de 4 femmes. Et Esclarmonde va envoyer tous les hommes se fracasser contre d'autres murs, parce qu'elle, elle a ces 4 murs là qui l'entourent, elle a que 4 mètres carrés, elle a ces 4 murs, mais elle va tous les envoyer se fracasser contre les murs de Saint-Jean d'Acre. Tous les hommes vont partir. Et au château, elle va garder, elle, le pouvoir spirituel. On va avoir sa meilleure amie, une fée, Bérangère, qui elle, va avoir le pouvoir sensuel. Douce, qui va avoir qui va devenir la maîtresse du château, donc le pouvoir politique. Et puis une vieille sage-femme qui, elle, a le pouvoir de l'ancêtre, le pouvoir de l'expertise, le pouvoir du savoir, des traditions. Voilà. Et donc, ces femmes-là, qui sont pas du tout, qui sont normalement dans un monde profondément masculin et qui vivent sous ce joug-là, ces femmes-là, peu à peu, vont tirer tous les fils du domaine des Murmures.
Est-ce que vous disiez que vous aviez beaucoup travaillé, que vous étiez beaucoup renseigné, mais vous ne nous avez pas dit comment vous aviez eu cette idée. Déjà, l'idée d'emmurer cette femme, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup au Moyen-Âge? Oui, c'est quelque chose qui se faisait, ça se faisait plus en ville. Ça se faisait en ville et ça traversait toutes les classes sociales, ce qui fait que Esclarmonde est très bien lotie comme recluse. Vous l'écrivez. C'est une recluse qui a un reclusoire vraiment confortable. Et il y avait des femmes qui décidaient d'être emmurées dans des lieux terriblement exigus. On ne pouvait même pas s'allonger. Voilà, 1 m². Donc en ville, au cimetière justement des Saints Innocents, il y avait des femmes qui étaient enfermées, emmurées dans 1 m². Donc vous imaginez, elles ne pouvaient pas s'allonger, elles dormaient à genoux et elles avaient une fenestrelle qui n'était pas du tout à hauteur de visage, donc elles ne pouvaient pas communiquer avec l'extérieur. Elles avaient une fenestrelle très très haute, très en hauteur, par laquelle les gens, les habitants de la ville, en fait, leur lançaient du pain et les nourrissaient et les remerciaient donc de leur prière. Donc vous voyez, c'était terrible. Là, il n'y a pas de communication possible. Bon, Esclarmonde n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc ça, c'était les femmes qui vivaient de l'aumône. Et vous aviez aussi des femmes qui, elles, avaient une rente, on pouvait avoir des nobles, souvent des veuves, qui, refusant de se remarier, décidaient d'être recluses. Et ces femmes-là étaient installées dans des bâtiments plus confortables. Elles pouvaient avoir plusieurs pièces, elles pouvaient être emmurées avec une servante. Et elles avaient, donc, ces femmes, une fenestrelle à hauteur de visage, et donc elles avaient accès à l'extérieur, et on venait les voir, on venait leur parler, leur demander des conseils. Donc c'est vraiment, il y avait des façons très très différentes d'être recluse. Et la dernière recluse est morte il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière recluse était romaine, donc à Rome. Je crois qu'elle est morte il y a une vingtaine d'années, après plus de 30 ans de reclusion. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a tenu à travers les siècles. Je crois que, je ne voudrais pas me tromper, mais à 10 ans près, en 1310 ou 1320, il y avait 230 recluses pour la seule ville de Rome. Donc, c'était courant, c'était courant. Et il y avait beaucoup de façons différentes en fait d'entrer en reclusion, et parfois même elles gardaient la clé pour montrer qu'elles entraient de façon volontaire, donc on leur donnait la clé. Et alors comment donc vous est venue l'idée de prendre un personnage de recluse comme personnage central de votre roman? Alors là, c'est un peu long. Je vais vous expliquer, parce que je suis assez lente dans l'écriture. Le premier, j'ai mis 14 ans à l'écrire. Celui-là, j'y ai pensé, j'ai eu l'idée 7 ans avant de le terminer. Donc avant de finir le premier, j'avais pour idée, quand on parlait des contes tout à l'heure, je voulais travailler sur Barbe Bleue. J'avais très envie de travailler le conte de Barbe Bleue. Pourquoi? Parce que j'aime les contes, comme je disais, et je suis issue des contes. Et puis, il se trouve que dans Barbe Bleue, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est qu'il y a 7 femmes, normalement. Donc 6 femmes anciennes et mortes dans le petit cabinet noir, et une femme contemporaine, enfin une femme qui s'en sort, la 7e. Et donc moi, ça me faisait plein de portraits de femmes à faire. J'adore créer des personnages, et j'aime particulièrement créer des personnages féminins. Ça, c'est bon. Il y a des peintres qui préfèrent dessiner des femmes ou des sculpteurs qui préfèrent les courbes des femmes. Bon, moi, en tant que romancière, j'adore inventer des personnages féminins. Ça m'inspire, ça me plaît. Et puis elles me débordent toujours, elles me surprennent toujours. Donc c'est vrai que ça me plaît. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc je me suis dit, oui, génial, 7 femmes à modeler, 7 femmes à inventer. Et j'avais imaginé qu'une femme contemporaine, une jeune femme qui s'appelle Lola, j'avais imaginé sa rencontre avec un homme plus âgé qu'elle, qui est le dernier propriétaire des Murmures. Et j'avais imaginé ça aujourd'hui, vraiment maintenant. Et elle rencontre cet homme-là dans une fête, et il la fascine parce qu'il a un truc bizarre. Il a des cicatrices dans les mains. Et elle se dit, pourtant c'est un fêtard, quoi, vraiment pas du tout christique pour dessous, mais vraiment pas. Et elle se demande, mais comment il s'est fait ça? Et moi, je me demandais, auteur, mais comment il s'est fait ça? Et il fallait que je trouve une solution. C'était une sorte d'énigme de départ. Comment est-ce qu'il avait pu se faire ces marques dans les mains? Et j'imaginais qu'il allait l'emmener
Barbe Bleue, dans son domaine, et que dans son domaine, elle se retrouverait dans une situation où elle serait dans le petit cabinet noir, enfermée, et que dans ce petit cabinet noir, elle entendrait les murmures des femmes qui l'avaient précédée dans la vie de cet homme. Donc des 6 femmes. Et bon, je vais passer, mais il m'est arrivé un truc absolument extraordinaire. J'ai rencontré un château. Et j'ai rencontré le château de Montal. Et j'ai rencontré le château de Montal, c'est le seul château, enfin des 2 châteaux qui a été construit par une femme. Et j'ai rencontré ce château. Et en rencontrant ce château, je vais vous passer les détails, je me suis dit c'est complètement imbécile. C'est complètement imbécile de faire parler les femmes qui ont précédé la contemporaine dans la vie de cet homme. Il faut que je fasse parler les femmes qui ont précédé cette contemporaine dans la vie du château. Et c'est comme ça que je suis repartie en arrière. Je suis revenue en arrière et j'ai cherché dans l'histoire des femmes de Michel Perrault et Georges Duby. Donc il y a plein de volumes, hein, c'est extraordinaire, je vous conseille cette lecture, vraiment ça vaut le coup. J'ai cherché dans l'histoire des femmes des figures de femmes, pas des femmes ayant vraiment existé, mais des figures de femmes qui pouvaient m'inspirer et que j'aurais envie de modeler. J'aurais envie de quel type de femme j'aurais envie de faire un personnage. Et j'ai cherché aussi à travers les siècles les voies qu'avaient pris les femmes pour essayer de s'émanciper. Et donc je suis tombée au détour d'une page d'histoire des femmes de Duby et de Perrault. Je suis tombée sur les recluses. J'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, ah ben voilà, il y aura une recluse. Mais il y avait des tas de figures extraordinaires, hein, parce que je voulais faire une figure mystique, justement pour montrer, parce qu'à un moment donné, la voie mystique a été une voie d'émancipation possible pour les femmes. Mais ça n'a pas duré. Hein. Le marteau des sorcières s'est abattu assez vite. Hein, pour l'hérésie, puis les sorcières. Vraiment, comme ça, c'était très net. Et le pouvoir sacré des femmes était tombé du côté de l'obscur et du dangereux. Donc il n'y avait plus cette possibilité d'émancipation des femmes. Mais pendant un certain temps, à travers les béguinages et à travers certaines recluses, il y avait une possibilité de pouvoir et d'émancipation. Donc je suis partie sur ma recluse. Seulement, le problème, c'est que ma recluse, je l'avais bien enfermée dans 4 mètres carrés. J'avais l'impression de bien la maîtriser et elle ne devait pas causer sur plus de 30 pages. J'avais pas l'impression que dans ces 4 mètres carrés, il pourrait lui arriver grand-chose. Et donc, j'avais décidé qu'elle causerait 30 pages, pas davantage, et elle laisserait la place à la suivante, qui était une petite fille au XIVe siècle, puis après une autre. Et Esclarmonde, elle m'a pas du tout obéi, quoi. Esclarmonde, elle en a fait qu'à sa tête. Elle m'a débordée, c'est devenu un personnage énorme. Elle a changé, elle a évolué dans ces 4 mètres carrés. Elle s'en est échappée, elle a mûri. Il lui est arrivé des tonnes de choses. Et moi, j'essayais. À chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, il faut qu'elle arrête. Il faut que allez, c'est fini, tais-toi. Enfin, vraiment, j'ai pas de voix dans ma tête, hein, je vous rassure, mais j'essayais vraiment de la maîtriser autant que possible. Et j'ai dû m'avouer vaincue. Et j'ai dû lui laisser sa place. Et donc, j'ai dû lui offrir un roman entier. Alors, vous, au moins, vous ne mentez pas, mais dans le livre, on voit bien qu'il y a une grosse part au mensonge. Le mensonge, c'est très important, puisque, comme vous le disiez, hein, les gens, pourquoi il lui arrive plein de choses, c'est que les gens viennent de plus en plus la voir, et les gens veulent croire au miracle, veulent croire que donc cette femme a quelque chose de particulier. Il faut dire que depuis qu'elle est enfermée, la mort a cessé de frapper le domaine des murmures, et les récoltes sont bien plus importantes. Enfin, on voit d'un seul coup que leur vie a changé depuis que cette femme est enfermée. Et pourtant, elle sait très bien, elle, comme vous l'avez dit, qu'elle n'est pas une sainte. Elle écrit que dès le début, en fait, elle a menti, parce qu'il y a un mensonge très important que je ne peux pas vous révéler. C'est même pas vraiment un mensonge. Voilà. Alors justement, je vous cite, je n'avais pas menti, je m'étais contentée de taire une vérité que personne n'avait envie d'entendre. Alors ça, c'est ce qu'on voit bien, c'est que tout le monde se doute qu'il y a quelque chose de bizarre, mais personne ne veut savoir, tout le monde veut croire à un mystère. Tout le monde aime les belles histoires, c'est ça. Et il se trouve que bon, il lui est arrivé quelque chose et tout le monde s'est mis autour d'elle à tisser une histoire. Donc c'est l'histoire d'un peu tout le domaine.
Tout le monde y est allé de son détail, et voilà. Et cette histoire, elle est tellement belle que personne n'a envie de l'abîmer. Et en fait, on se fiche de la vérité. On se fiche de la vérité. C'est une belle histoire. Et plus les gens commencent à se la raconter, plus elle se transforme, plus cette jeune femme prend de pouvoir grâce au pouvoir de la fable, quoi, vraiment. Et elle se contente de se taire, c'est tout. Donc c'est pas une menteuse. On voit qu'il y a un autre élément qui est important dans votre livre, et je vois très bien le personnage de Barbe Bleue, c'est qu'il y a toujours des images dans toutes vos phrases. On sent que tout est pesé, et là où la vérité historique est très intéressante, c'est que justement, j'allais dire on s'y croit, mais c'est vrai. Je lis un extrait du moment où elle vient de dire qu'elle ne voulait pas se marier, ce qui est vraiment un acte rebelle, et c'est un affront à son père et à son ex-futur mari. C'est inimaginable. C'est inimaginable parce qu'à l'époque, le mariage chrétien, ça y est, était installé. Et il fallait le double consentement pour un mariage, mais c'était absolument pas le double consentement de la jeune femme et du jeune homme. C'était le double consentement des familles, clairement. Donc... Alors vous écrivez « Ce sang sur le voile enserrant ma chevelure, ce sang sur ma joue, sur mes crins galonnés, ce sang sur mon bliot lourd de broderie et lesté de toutes les mains de femmes qui avaient travaillé durant des semaines, ce sang que je lui devais, mon sang, j'avais choisi de m'en vider. » Pourquoi je lis cet exemple, cet extrait, c'est justement parce qu'on voit tout le travail de détail qu'il y a dans votre écriture. Quand on parle justement du travail des femmes sur le bliot, alors on imagine vraiment ces broderies, et vous faites vivre ce Moyen-Âge, ces voiles, tout ça, vous vous êtes inspiré, est-ce que vous êtes retourné dans les livres, dans Chrétien de Troyes, dans ce genre de choses? Oui, je suis dans les livres de l'époque. Oui, je suis retournée un peu partout. Les ménestrels. Tout à fait. Ça, j'ai passé beaucoup de temps, ce que je vous dis, à m'imprégner à la fois dans les textes d'historiens comme Le Goff, Duby, Gourevitch, voilà, et puis aussi Chrétien de Troyes, Marie de France, enfin voilà quoi. J'ai passé du temps, c'est sûr. Mais je dois dire que sur tout ce qui est broderie et tout, même le travail que j'avais déjà fait sur le cœur cousu m'a été utile. En fait, on oublie beaucoup, mais il y a des choses qui restent profondément. Donc, ces heures de travail des brodeuses, voilà, j'avais envie de le dire, j'avais envie de montrer toutes les mains de femmes qui étaient accrochées à un habit, quoi. Simplement, ces heures et ces heures de travail. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était une façon de montrer le poids des choses, parce que aujourd'hui, finalement, tout ce qu'on porte, c'est pas chargé de tout ce travail, c'est pas chargé de ces heures voilà, on a perdu quelque chose. Tout s'accélère. Et là, je voulais montrer justement le temps qui s'est déposé sur un habit, le temps qu'il a fallu pour le réaliser. C'était Alors, le temps, vous en parlez, et justement, vous le faites très bien vivre avec justement des à-coups. Et au contraire, parfois, une écriture lente, puis d'un seul coup, une accélération. C'est quelque chose que vous avez vraiment essayé de travailler dans votre livre pour qu'on s'ennuie jamais et pour qu'on soit toujours emporté? Mais moi, j'aime pas m'ennuyer. J'aime pas m'ennuyer dans la vie, et puis j'aime pas m'ennuyer quand je lis. Et j'aime pas du tout m'ennuyer quand j'écris non plus. Donc, pour éviter de m'ennuyer quand j'écris, j'essaye tout le temps de me surprendre. Et il se trouve que les personnages me surprennent. Donc, c'est ça qui est génial. Par exemple, quand on parlait des recherches, au début, mon château, il était flottant. Je l'avais installé de nulle part. J'avais inventé une histoire contemporaine. J'avais commencé, donc j'avais construit mon château à l'époque contemporaine, et je l'avais construit au XIIe siècle. Donc parce qu'il évolue le bâtiment après 2 siècles en siècle. Donc je savais exactement où il était situé. Je voulais un escarpement rocheux, je voulais une rivière, je voulais une forêt qui soit là. Je voulais que la forêt soit là au XIIe siècle, qu'elle soit encore là au XXe. J'avais décidé plein de choses, mais je l'avais installé nulle part, le château. Il était flottant. Et
Ça m'a gênée parce que dans le cœur cousu, j'avais déjà inventé un village comme ça, qui est nulle part, en Espagne, quelque part, au sud. Mais Santa Vela, le village de cœur cousu, n'existait pas. Donc là, le domaine des murmures n'existait pas, mais j'ai eu envie de le poser quelque part, de l'enraciner dans une terre. Et normalement, je voulais l'enraciner dans le royaume de France. Et j'ai cherché partout, j'ai cherché, vous savez, sur Google Maps et tout, machin. J'ai parcouru la France sur Google en me rapprochant pour essayer de trouver les forêts aujourd'hui, et dans les forêts pour essayer de trouver des dénivelés. Et puis à chaque fois que j'allais quelque part aussi, je me disais, ah bah non, ça va pas, c'est pas bon. Et puis il me fallait normalement aussi des cerfs dans la forêt, des cerfs au XXe siècle, et je les voulais, parce qu'on les entend à un moment donné, donc il les fallait. Et à force de chercher, j'ai été obligée de quitter le royaume de France. Je me suis installée dans le comté de Bourgogne. Et l'horreur, ça a été le jour où je me suis aperçue que finalement, il n'y avait pas de cerfs dans la forêt. Et mon mari me disait, mais on s'en fiche qu'il y ait des cerfs ou qu'il n'y ait pas de cerfs, qu'est-ce que tu t'embêtes à ça? Mais c'était important pour moi, il fallait qu'il y en ait parce que j'avais décidé qu'il y en avait. Et donc, du coup, j'ai été obligée de changer cette partie de mon roman contemporain. Et c'est un homme qui entend des cerfs qui ne sont plus là. Mais c'est pas grave, bon, ça a changé. Mais à partir du moment où j'ai installé mon château à Haute-Pierre, donc à 25 km de Besançon, je l'ai installé là, je suis allée chercher tout ce qu'il y avait autour. Vous êtes déplacé exprès? Non, pas du tout. Je suis allée chercher ah oui, non, je suis allée chercher dans les bouquins sur Besançon et sa région. Voilà, je suis allée chercher dans les légendes de Franche-Comté. Je suis allée chercher tout ce qu'il y avait autour. Et je suis allée chercher aussi le nom de l'archevêque qui existait au moment où moi j'ai situé mon histoire. Et j'avais prévu normalement que l'archevêque qui devait marier cette jeune femme, ça devait être un archevêque parce qu'il devait être très très puissant. Il devait être suffisamment puissant pour dire au père de la gamine non, elle veut être recluse, elle doit être recluse. Donc il fallait vraiment qu'il soit très puissant. Et donc c'est pour ça que je voulais un évêque ou un archevêque. Et ben j'ai cherché et j'avais décidé que cet archevêque normalement ne partirait pas en croisade. Moi, c'était ce que j'avais décidé. Tout le monde partait en croisade, sauf l'archevêque qui devait protéger mon Esclarmonde. Et j'ai cherché l'archevêque qui existait à ce moment-là. Il s'appelait Thierry II. Il y a 3 lignes sur lui dans les croisades de Michaud. Il était même mort devant Saint-Jean d'Acre. Et les 3 lignes, c'était que Thierry II était mort devant Saint-Jean d'Acre après avoir construit une machine de guerre absolument extraordinaire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment un personnage de roman. Mais bien sûr, c'est vraiment un personnage de roman, cet archevêque. C'est un archevêque qui est fou de mécanique de guerre. Je trouvais ça extraordinaire. Donc évidemment, je me suis inspirée de ces 3 lignes sur Thierry II. Bon, après, j'ai décalé sa mort de 3 mois, je me suis permise. Bon, j'ai fait, mais avec 3 lignes, et puis j'en ai fait une sorte d'obsessionnel de la machine de guerre et de la fable, et des jolies fables. Mais c'est ça, en fait. On se nourrit de petites choses du réel, constamment. Et après, j'ai trouvé que Berthe de Joux, toute une superbe histoire de Berthe de Joux qui se passait à Pontarlier, à quelques kilomètres de l'endroit où je situais mon château. Et puis la Loue, ça c'était extraordinaire, parce que j'ai situé mon château au bord de la Loue, qui est une rivière sublime. Déjà avec un nom pareil, la Loue, L-O-U-E, et qui est une rivière verte magnifique, et qui est une rivière qui a inspiré Courbet. Donc Courbet a beaucoup peint la Loue, et Courbet a peint la source de la Loue en même temps que l'origine du monde. L'origine du monde, c'est un tableau, vous savez, avec ce sexe de femme en gros plan comme ça, et c'est un tableau très très osé. Et il a peint les deux en même temps, et on dit qu'il a fait une relation entre la source de la Loue et le sexe féminin. Et je trouve ça superbe que le château qui vienne, où toutes ces femmes ont essayé d'avoir un pouvoir, une puissance, une liberté, soit justement sur les bords de la Loue, quoi. C'est ça qui me plaît.